Il y a quelques semaines, je suis tombé sur une photographie qui m'a hanté. Ce n'était pas une image de guerre, mais son exact opposé. On y voyait des dirigeants, souriants, se serrant la main devant une rangée de drapeaux à l'issue d'un sommet diplomatique en Alaska. Les titres des journaux parlaient de détente, de dialogue constructif, d'un pas vers la paix. J'ai ressenti un soulagement instinctif, comme tout le monde. La tension semblait enfin retomber, mais quelque chose clochait. Le sourire d'un des protagonistes, Vladimir Poutine, n'était pas celui d'un homme qui venait de faire des concessions. C'était le sourire d'un joueur d'échecs qui vient de placer un piège mortel, plusieurs coups à l'avance. Cette image m'a rappelé une histoire que me racontait un vieil historien. L'histoire de la Maskirovka, l'art russe de la tromperie militaire. Il m'expliquait que pour les stratèges du Kremlin, la paix n'est pas toujours le but de la diplomatie. Parfois, la diplomatie est une arme de guerre, une mise en scène conçue pour endormir l'adversaire, pour lui faire baisser sa garde, pour le désarmer psychologiquement avant de porter le véritable coup. Il m'avait dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Le moment le plus dangereux, dans un conflit avec la Russie, n'est pas celui où les canons tonnent, c'est celui où ils se taisent soudainement. J'ai alors commencé une enquête obsessionnelle. J'ai décidé de ne plus regarder ce que les dirigeants disaient devant les caméras, mais ce que leurs armées faisaient dans l'ombre. J'ai analysé les mouvements de troupes, les exercices militaires discrets, les nouvelles doctrines publiées dans des revues spécialisées. J'ai épluché les données économiques, cherchant des signaux faibles que les marchés financiers, dans leur optimisme, ignoraient. Et ce que j'ai découvert a confirmé l'avertissement de l'historien. Cet accord de paix, cette détente que l'on nous vendait, n'était pas une solution. C'était une nouvelle phase de la guerre. Une phase plus subtile, plus longue, mais infiniment plus dangereuse pour l'Europe. J'ai compris que Poutine n'avait pas renoncé à ses objectifs. Il avait simplement changé de stratégie. Face à la résistance ukrainienne et à l'unité initiale de l'Occident, il a opté pour une arme bien plus puissante que ses missiles, le temps. Et pour gagner du temps, il avait besoin de nous offrir l'illusion de la paix. L'histoire que je vais vous raconter ce soir est celle de ce piège. C'est la chronique d'un faux accord de paix, une pièce de théâtre diplomatique dont le but n'est pas de mettre fin à la guerre, mais de la gagner par d'autres moyens. Je vais vous révéler le véritable danger que personne ne voit. Un danger qui ne se cache pas sur la ligne de front, mais dans le calme trompeur qui s'installe. Un danger qui menace de fracturer l'Europe, de vider nos démocraties de leur substance et de nous laisser impuissants face à l'acte final de cette tragédie. Mon enquête m'a plongé au cœur de la pensée stratégique russe, un univers où la guerre et la paix ne sont pas des opposés, mais les deux faces d'une même pièce. J'ai compris que pour déceler le vrai danger, il fallait cesser de penser comme un Européen du XXIe siècle et commencer à penser comme un stratège du Kremlin. Dans cette chronique, je vais vous guider à travers les 5 actes de cette pièce de théâtre. Nous allons d'abord décortiquer la mise en scène de ces faux accords, ces sommets qui produisent des images, mais aucun résultat concret. Puis, nous révélerons la doctrine qui se cache derrière, celle du chaos contrôlé, conçue pour épuiser l'Occident. Nous verrons ensuite comment cette paix apparente est en réalité une arme économique redoutable, qui nous coûte bien plus cher qu'une guerre ouverte. Nous analyserons comment elle est utilisée pour exploiter nos divisions internes, pour monter les nations européennes les unes contre les autres. Enfin, nous découvrirons le piège final, le plus insidieux, celui de la démobilisation psychologique, qui vise à nous rendre collectivement incapables de réagir lorsque le danger redeviendra visible. Ce que vous allez entendre n'est pas une opinion. C'est le résultat d'une analyse des faits, des mouvements et des stratégies qui se cachent derrière le rideau de la diplomatie. Si vous sentez, vous aussi, que quelque chose ne tourne pas rond dans ce calme apparent, si vous voulez comprendre les véritables enjeux qui se jouent pour notre avenir, alors cette chronique est pour vous. Montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime » et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines révélations. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville et quel pays vous m'écoutez. La lucidité n'a pas de frontières. Le théâtre de la paix. Ma première étape a été de retourner sur les lieux du crime, si je puis dire. J'ai réexaminé les images de ces sommets, comme celui d'Anchorage en Alaska, qui ont tant fait parler. J'ai lu les communiqués de presse, les déclarations officielles, et j'ai été frappé par une chose, le vide. Un vide abyssal de substance, masqué par un luxe de détails protocolaires.
On nous a parlé des menus, de la couleur des tapis, de la durée des poignées de main. Mais des engagements concrets, des lignes rouges claires, un calendrier de retrait des troupes, rien. Le théâtre était parfait, mais la pièce était creuse. Ces rencontres n'étaient pas conçues pour aboutir à la paix. Elles étaient conçues pour être vues. J'ai alors compris que l'objectif principal de Poutine dans ces sommets n'était pas de négocier avec l'Occident, mais de s'adresser à d'autres publics. Le premier, c'est son propre peuple. En se montrant d'égal à égal avec les dirigeants occidentaux, il renforce son image d'homme fort, de leader incontournable sur la scène mondiale. Il lave l'humiliation perçue de l'isolement et prouve que la Russie est une puissance avec laquelle il faut compter. Chaque photo, chaque déclaration est une victoire de propagande intérieure, essentielle pour maintenir le soutien à un effort de guerre qui dure. Le deuxième public, ce sont les pays du Sud global. En engageant une diplomatie de façade, Poutine se positionne en homme de paix, en contraste avec un Occident qu'il dépeint comme belliqueux. Il leur envoie un message « Je suis ouvert au dialogue ». Ce sont eux qui refusent la discussion. C'est une stratégie incroyablement efficace pour saper le soutien international aux sanctions et pour renforcer ses propres alliances avec les pays qui cherchent une alternative à l'hégémonie occidentale. Il ne gagne pas la guerre en Ukraine, mais il gagne la guerre des narratifs en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Et enfin, le public le plus important, nous, l'Occident. Le but de ce théâtre est de nous donner ce que nous désirons le plus ardemment. L'espoir d'un retour à la normale. En agitant la promesse d'une désescalade, il crée une division entre les colombes, qui veulent y croire et pousser à plus de dialogue, et les faucons, qui appellent à la fermeté. Il nous pousse à débattre entre nous, à nous quereller sur la meilleure stratégie à adopter, pendant que lui continue d'avancer ses pions, sans la moindre concession réelle. Ce premier chapitre de mon enquête m'a révélé la nature du piège. Le faux accord de paix n'est pas un échec de la diplomatie, c'est un succès de la Maskirovka. C'est une opération d'influence à l'échelle mondiale, où les conférences de presse sont des champs de bataille et les communiqués sont des munitions. Il ne cherche pas à signer un traité, il cherche à nous faire signer notre propre démobilisation. La doctrine du chaos contrôlé. Le théâtre de la paix n'est que la façade. Pour comprendre ce qui se passe en coulisses, j'ai dû me plonger dans la pensée stratégique qui anime le Kremlin. J'ai lu les écrits de stratèges russes contemporains, j'ai analysé les réformes de leur armée, et j'ai découvert une doctrine qui est aux antipodes de notre vision occidentale de la guerre. Nous voyons la guerre comme une anomalie, un état d'exception entre deux périodes de paix. Eux la voient comme un continuum, un état permanent de compétition où tous les moyens, militaires, économiques, informationnels, diplomatiques, sont utilisés simultanément. C'est la doctrine du chaos contrôlé. Le principe est simple. Il ne s'agit pas de conquérir le monde, mais de le rendre suffisamment instable pour que personne ne puisse contester votre sphère d'influence. L'objectif n'est pas de gagner une guerre totale contre l'OTAN, ce qui serait suicidaire. L'objectif est de maintenir l'Europe dans un état de crise perpétuelle, de tension de basse intensité, qui l'empêche de prospérer et de s'affirmer comme une puissance unie. Le faux accord de paix est l'outil parfait pour cela. Il ne résout rien, mais il prolonge l'incertitude. Il maintient le conflit à un niveau gérable qui justifie une militarisation continue de la société russe, tout en étant suffisamment bas pour ne pas provoquer une réaction massive de l'Occident. Cette doctrine se déploie sur plusieurs fronts. Le front ukrainien, bien sûr, où une guerre gelée permet de maintenir une pression constante sur le flanc est de l'OTAN, d'empêcher l'Ukraine de se stabiliser et de rejoindre pleinement le camp occidental. Mais il y a d'autres fronts, plus discrets. J'ai suivi les activités russes en Afrique, notamment au Sahel, où le départ des forces françaises a créé un vide que Moscou s'est empressé de combler, non pas avec des armées, mais avec des mercenaires de la désinformation et des accords économiques prédateurs. Chaque crise au Sahel détourne l'attention et les ressources de la France, l'affaiblissant sur le théâtre européen. Il y a aussi le front de l'information. Le faux accord de paix est amplifié par un écosystème médiatique qui inonde nos sociétés de récits contradictoires. Un jour, on parle de paix, le lendemain, de menaces nucléaires. Le but n'est pas de nous convaincre d'une vérité, mais de nous faire douter de toutes les vérités. De créer une confusion si profonde que nous devenons incapables de distinguer l'ami de l'ennemi, la menace réelle de la manipulation. C'est une guerre contre notre capacité de jugement, contre notre lucidité. En comprenant cette doctrine,
j'ai réalisé que nous faisions une erreur d'analyse fondamentale. Nous cherchons une solution à la crise ukrainienne. Mais pour le Kremlin, l'Ukraine n'est pas la crise, c'est un instrument. L'instrument parfait pour générer un chaos contrôlé qui sert un objectif bien plus grand, la neutralisation de l'Europe en tant que puissance stratégique. Le faux accord de paix n'est pas une tentative de mettre fin au chaos, c'est la méthode pour le faire durer le plus longtemps possible. L'arme économique silencieuse. Une fois la doctrine du chaos contrôlé établie, j'ai cherché à mesurer son impact le plus tangible. Et c'est là que j'ai découvert que la plus grande force de ce faux accord de paix, c'est qu'il est une arme économique d'une efficacité redoutable. Une guerre ouverte et spectaculaire, mais elle a un coût visible et une fin prévisible. Une guerre gelée, entretenue par une diplomatie de façade, est une hémorragie lente, invisible, mais qui peut s'avérer bien plus dévastatrice à long terme. J'ai analysé les budgets de la défense des pays européens. Depuis le début du conflit, ils ont explosé. L'Europe est entrée dans une phase de réarmement massif, ce qui semble être une bonne chose. Mais dans la logique du chaos contrôlé, c'est une victoire pour Moscou. Chaque euro dépensé pour des chars et des missiles est un euro qui n'est pas investi dans l'innovation, la transition écologique, l'éducation ou la santé. La Russie nous force à détourner nos ressources de ce qui fait notre force, notre modèle économique et social, pour les consacrer à une course aux armements sans fin. C'est une manière de nous faire perdre la compétition du XXIe siècle en nous forçant à rejouer les règles du XXe. Puis, il y a le coût de l'incertitude. J'ai parlé à des chefs d'entreprise, à des économistes. Le plus grand poison pour l'économie, ce n'est pas la guerre, c'est l'incertitude. Un faux accord de paix, qui peut être rompu à tout moment, crée un climat de méfiance permanent. Les entreprises hésitent à investir. Les chaînes d'approvisionnement, qui ont besoin de stabilité pour fonctionner, restent perturbées. Les prix de l'énergie, même s'ils ne flambent plus comme au début, restent structurellement plus élevés en Europe qu'ailleurs, minant notre compétitivité. C'est une taxe d'instabilité que nous payons chaque jour. Cette arme économique a aussi une dimension sociale. La pression sur les budgets publics et l'inflation persistante créent un mécontentement social profond. J'ai vu comment ce mécontentement est ensuite exploité politiquement. Des mouvements populistes à travers l'Europe se nourrissent de ce sentiment, prônant le repli sur soi, l'abandon du soutien à l'Ukraine, et parfois même un rapprochement avec la Russie. Le faux accord de paix devient ainsi un carburant pour les forces politiques qui cherchent à démanteler l'Union européenne de l'intérieur. En suivant la piste de l'argent, j'ai compris que le vrai danger n'était pas une faillite soudaine, mais une lente asphyxie. Le faux accord de paix est une stratégie qui transforme nos forces, notre économie ouverte, nos démocraties délibératives, en vulnérabilité. Il nous maintient dans un entre-deux permanent, où nous ne sommes ni en paix, ce qui nous permettrait de prospérer, ni en guerre totale, ce qui nous forcerait à une mobilisation radicale. Nous sommes piégés dans le pire des mondes, le coup de la guerre, sans la clarté de ses objectifs. La fracture européenne. L'asphyxie économique n'est que la première étape. Son but est de créer les conditions parfaites pour l'objectif suivant, la fracture politique de l'Europe. Mon enquête m'a alors mené au cœur des divisions qui traversent notre continent. J'ai réalisé que le faux accord de paix était un dissolvant, un acide conçu pour ronger les liens qui unissent les nations européennes et l'alliance transatlantique. La stratégie est d'une simplicité redoutable. Créer une situation où les intérêts de chaque pays divergent, jusqu'à ce que l'idée même d'une réponse commune devienne impossible. J'ai d'abord observé la fracture Est-Ouest au sein de l'UE et de l'OTAN. Pour les pays en première ligne comme la Pologne ou les États baltes, toute discussion avec Poutine est perçue comme une trahison, une naïveté coupable. Pour eux, la seule réponse possible est la fermeté absolue. Mais pour d'autres pays, plus à l'ouest, la fatigue de la guerre et la pression économique rendent l'idée d'un compromis, même boiteux, de plus en plus séduisante. Le faux accord de paix est le coin que Poutine enfonce dans cette fissure. Il donne des arguments aux partisans du dialogue, tout en renforçant la méfiance des partisans de la fermeté, les faisant s'accuser mutuellement de bellicisme ou de lâcheté. Puis, il y a la fracture transatlantique. Les États-Unis, sous une administration comme celle de Trump, peuvent être tentés par un accord rapide, un deal spectaculaire qui leur permettrait de se désengager de l'Europe pour se concentrer sur la Chine. Un tel accord
passer par-dessus la tête des Européens serait dévastateur pour la crédibilité de l'OTAN. Il laisserait l'Europe seule face à une Russie enhardie. Le faux accord de paix est l'appât parfait pour cette stratégie. Il offre à Washington une porte de sortie honorable, tout en étant une condamnation à long terme pour la sécurité européenne. J'ai aussi vu comment cette stratégie exacerbe les tensions internes à chaque pays. En France, par exemple, le débat sur l'autonomie stratégique européenne devient un piège. D'un côté, la nécessité pour l'Europe de prendre en main sa propre défense est évidente. Mais de l'autre, toute prise de distance avec Washington est perçue par nos alliés de l'Est comme une tentative de faire cavalier seul, affaiblissant le front commun. Le faux accord de paix nous place dans une situation impossible. Quoi que nous fassions, nous semblons affaiblir l'alliance. Enfin, j'ai compris que cette fracture n'était pas seulement diplomatique, elle était aussi industrielle. Le réarmement de l'Europe se fait en ordre dispersé. Chaque pays privilégie ses propres industries de défense, achetant parfois du matériel américain au détriment de solutions européennes. La fameuse Europe de la défense reste un slogan, alors que sur le terrain, c'est la compétition qui prévaut. Le faux accord de paix, en maintenant une menace diffuse mais pas existentielle, nous empêche de faire le saut vers une véritable intégration de nos défenses. Ce chapitre m'a laissé avec une certitude amère. Le but du faux accord de paix n'est pas de diviser pour régner. C'est de diviser pour que plus personne ne puisse régner. C'est de transformer l'Europe en un continent d'intérêts contradictoires, une mosaïque de nations méfiantes, incapables de s'entendre sur la nature de la menace, et donc incapables d'y apporter une réponse commune. Le piège de la démobilisation. J'étais arrivé au dernier acte de la pièce. J'avais compris la mise en scène, la doctrine, l'arme économique et la stratégie de division. Mais il me manquait la finalité, le coup de grâce. Et c'est là que j'ai touché au danger le plus profond, le plus humain, le piège de la démobilisation psychologique. Toutes les étapes précédentes n'ont qu'un seul but, nous amener, collectivement, à baisser la garde, à nous convaincre que le danger est passé, que la vie peut reprendre son cours et que la vigilance est devenue une forme de paranoïa. J'ai observé ce phénomène dans mon propre entourage, dans les médias, dans les discours politiques. La guerre, qui était au centre de toutes les préoccupations, est devenue un sujet parmi d'autres, puis un sujet secondaire. La fatigue s'est installée, une lassitude face à un conflit qui n'en finit pas. Le faux accord de paix est la réponse parfaite à cette lassitude. Il nous offre une justification pour détourner le regard. Il nous donne la permission de passer à autre chose. C'est un soulagement que nous accueillons à bras ouverts, sans voir le prix que nous allons payer. Cette démobilisation a des conséquences très concrètes. Les budgets de défense, augmentés dans l'urgence, risquent de redevenir une variable d'ajustement face aux crises économiques et sociales. La préparation des populations aux risques majeurs, timidement entamée, est reléguée au second plan. Qui pense encore à son kit d'urgence quand on parle de désescalade? L'opinion publique, anesthésiée par le calme apparent, ne soutiendra plus les efforts difficiles et coûteux nécessaires à notre résilience à long terme. C'est un piège tendu à notre propre psychologie. Nous sommes programmés pour réagir aux menaces claires et immédiates. Une menace diffuse, lointaine, interrompue par des périodes de calme, finit par ne plus être perçue comme une menace du tout. C'est ce que les stratèges appellent l'érosion de la vigilance. Et c'est précisément dans ce moment de vigilance minimale que le risque d'une nouvelle escalade, cette fois-ci soudaine et brutale, est le plus élevé. J'ai alors compris le plan dans son intégralité. Le faux accord de paix n'est pas la fin de la guerre. C'est une pause stratégique, une pause conçue pour nous affaiblir économiquement, nous diviser politiquement et nous endormir psychologiquement. C'est une manière de préparer le terrain pour le prochain coup, qui sera porté lorsque nous serons le moins capables de l'encaisser. Le vrai danger, ce n'est pas la guerre qui dure, c'est la paix qui ment. C'est le calme qui précède une tempête bien plus violente que celle que nous avons connue jusqu'ici. L'histoire que je vous ai racontée ce soir est celle d'un tour de magie. Un tour où, sous nos yeux, un acte de guerre est déguisé en acte de paix. Un tour où notre propre désir de normalité est utilisé comme une arme contre nous. Le faux accord de paix de Poutine n'est pas une main tendue. C'est un piège. Le véritable danger, je l'ai compris au terme de cette longue enquête, n'est pas la puissance de la Russie. C'est la fragilité de notre attention. C'est notre tendance à préférer une illusion réconfortante à une vérité dérangeante. La guerre moderne ne se gagne pas seulement avec des soldats,
mais avec des narratifs, de la patience et une compréhension profonde de la psychologie de l'adversaire. Ne vous laissez pas endormir par le silence des canons. Apprenez à écouter le bruit des stratégies qui se mettent en place. La lucidité est notre seule défense. C'est notre seul bouclier. L'inexpliqué a été révélé. À nous de ne pas fermer les yeux. Fonte et conteúdo relacionado.